Moi, je suis Laura Nicole, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je travaille notamment beaucoup avec les enfants et les adolescents en institution, donc sur le développement des enfants. Et je travaille aussi avec les couples et les familles, donc en institution exact, et aussi de thérapie familiale. Je suis assez pointue sur le haut potentiel, parce que déjà, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée, parce que je suis moi-même à haut potentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui joue dans la balance, hein. Bien sûr, il y a mon métier de psychologue, mais il y a aussi ma compréhension personnelle, hein, de certains points, de certaines choses et mon vécu qui, je pense, peut aussi me permettre parfois de mieux comprendre le ressenti et ce avec quoi viennent les patients en potentiel. Donc, je reçois aussi pas mal de patients qui ont un haut potentiel pour pouvoir élaborer un petit peu avec eux ce que ça représente, qu'est-ce que ça met en jeu dans leur quotidien et les difficultés aussi que ça peut apporter ou les forces également. On travaille aussi beaucoup sur les forces que ça leur apporte et qui peuvent prendre le dessus sur les difficultés. Alors, être à haut potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, avoir un haut potentiel, ça veut dire avoir des spécificités intellectuelles et certaines caractéristiques qui en découlent directement. Donc, haut potentiel intellectuel, ça veut dire surtout avoir un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne. Donc, ça, c'est chiffrable par le test. Donc, la moyenne en France du QI est de 100 et on estime que quelqu'un est considéré comme étant à haut potentiel à partir d'un QI de 130 et plus. Donc c'est vraiment, des capacités intellectuelles qui sont supérieures à la moyenne. Ça, c'est la définition stricto sensu du haut potentiel. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on peut trouver sur internet: «Oui, mais le haut potentiel, c'est aussi ça, 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 ça» et des fois, il y a des personnes qui arrivent en disant: «Bah, moi, j'ai ce ça, j'ai ce ça, est-ce que je suis à haut potentiel?» Mais en fait, il ne faut pas oublier la première base de la définition du haut potentiel qui est un haut potentiel intellectuel, donc un niveau intellectuel plus élevé que la moyenne qui est mesurable par un test. Peut-on se faire diagnostiquer gratuitement? Non, enfin pas à ma connaissance, à moins que ce soit quelque chose qui soit imposé par une instance, tierce, donc un juge ou voilà, mais sinon, non, c'est quand même un test qui en plus est assez cher à faire parce que le test en lui-même coûte cher à acheter pour les psychologues, pour les centres, donc pas tous les psychologues ou neuropsychologues ont le test. Donc vous pouvez pas faire ce test avec, tout le monde. Faut que vous vous renseigniez, vous pouvez regarder les psychologues qu'il y a autour de chez vous, appeler et demander s'ils ont le test. Et donc, c'est un test qui coûte quand même entre 300 et 500 euros suivant la ville où vous êtes et suivant le psychologue. Donc, je pense quand même qu'il faut bien réfléchir avant de le faire. Après, si vraiment vous avez un doute ou que c'est quelque chose que vous voulez, une piste que vous voulez explorer, pourquoi pas quoi. Après, c'est selon vous, selon vos finances, selon l'intérêt que vous y trouvez. Mais c'est vrai que c'est non, c'est pas gratuit et en plus, c'est pas donné. Est-ce qu'on doit aller voir un neuropsychologue ou alors, une équipe pluridisciplinaire? Alors ça peut être fait par un neuropsychologue, mais en général, c'est fait par les psychologues cliniciens. Il faut juste qu'ils aient le test, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un test, bah, pour vous expliquer un peu parce que j'ai eu des questions aussi, au sujet du test. Je vais essayer de faire un petit partage d'écran pour vous montrer un petit document. Ah, alors du coup, voilà. Là, ce que vous trouvez là, c'est justement, ce qui compose le test. Donc on reviendra alors il y a plusieurs types de tests. Il y a un test pour les tout petits, donc on l'appelle le WPPSI, c'est pour, les enfants d'âge préscolaire, donc avant 6 ans. Ensuite, il y a la WISC, donc qui est pour les enfants jusqu'à 16 ans à peu près. Et ensuite, il y a la VICE qui est pour les adultes. Donc là, ce que je vous mets, c'est ce qui compose la VICE. Donc, qu'est-ce qui compose la VICE? Donc, on cherche à calculer un quotient intellectuel. Donc, c'est ça le haut potentiel, c'est HPI, haut potentiel intellectuel. Donc là, vous avez le quotient intellectuel. Donc le test, en fait, il va chercher à mesurer 4 grosses parties surtout. Donc l'indice de compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. Et dans chacune de ces 4 grosses catégories, il y a des sous-catégories. Donc les sous-catégories, ce sont en fait les exercices. Il va y avoir un exercice, donc je mets des guillemets sur exercice, mais le test se compose de différentes parties et en fait, chaque sous-partie est un exercice. Donc là, vous voyez par exemple dans l'indice de compréhension verbale, vous avez la similitude, le vocabulaire, l'information, la compréhension.
Dans l'indice de raisonnement perceptif, les cubes, donc c'est par exemple, on vous montre des cubes avec des formes dessus et il faut que vous trouviez la forme complémentaire qui correspond. Tout ça, c'est pour voir votre capacité de raisonnement. Ensuite, il y a donc la mémoire de travail. Donc avec l'arithmétique, c'est par exemple, on vous propose, et la mémoire des chiffres, on vous propose par exemple une série de chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, vous devez répéter 1, 2, 3, 4, 5. Après, on vous demande de les répéter à l'envers ou alors on vous les donne dans le désordre, on vous demande de les remettre dans l'ordre. Ça, ce sont des épreuves, par exemple, qui sont minutées. Et ensuite, vous avez l'indice de vitesse de traitement, donc c'est la rapidité à laquelle vous traitez les informations, donc symboles, codes, barrages, voilà, ce sont des types d'exercices. Donc ça, globalement, c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble le test. Je vous en dis pas plus volontairement parce que le test, il est fragile à l'effet test-retest. Donc l'effet test-retest, c'est-à-dire que si vous faites une épreuve du test, forcément, la deuxième fois que vous allez la refaire, vous allez avoir un meilleur résultat. Et c'est pas le but parce que le quotient intellectuel, c'est vraiment ce que vous avez au moment T où vous le faites. Donc moi, par contre, ce que je vous conseille, c'est un jour vous allez faire un test, c'est de vous assurer d'être dans de bonnes conditions pour le faire, pour que ça puisse être le plus révélateur de votre quotient intellectuel. Bien sûr, il y a une marge, «d'erreur» entre guillemets, mais c'est vrai que si vous y allez, c'est quand même un test qui dure à peu près, 2 heures. Donc si vous y allez et que vous êtes épuisé, quand on va vous demander de répéter des chiffres à l'envers, voilà, ça va pas forcément être révélateur de vos capacités. Donc ça, c'est important, je pense, de savoir qu'il faut y aller en étant, reposé, en se sentant bien. Voilà, si même si juste avant le rendez-vous, vous vous sentez pas très bien, appelez le psychologue, appelez le neuropsychologue, dites-lui: «Écoutez, aujourd'hui, je me sens pas très bien. Je pense que c'est pas l'idéal de le passer» et voilà, la personne vous répondra, sûrement que oui, effectivement, c'est pas l'idéal. Donc voilà, donc ça, c'est pour le test. Donc Est-ce que, du coup, est-ce que du coup, j'ai eu des remarques, est-ce qu'ils peuvent s'entraîner avant? Il y en a qui me demandaient, est-ce qu'on peut s'entraîner avant de passer le test? bah, non. Non, parce que du coup, c'est pas le but, en fait. Le but, c'est pas d'avoir le meilleur résultat pour dire: «Waouh, moi j'ai un super QI», alors qu'en fait, c'est parce qu'on s'est entraîné, 30 fois avant à la maison. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne trouvez pas les épreuves de ces tests sur internet. Vous pourrez chercher où vous voulez. Même moi, je peux pas y avoir accès comme ça sur internet, c'est vraiment très spécifique. Vous pouvez avoir accès à des choses qui ressemblent au principe de certains exercices du test. Par exemple, l'histoire des cubes et trouver celui qui manque. Bon, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les tests de QI, je mets des gros guillemets, qu'on trouve sur internet. Mais non, vous ne pourrez jamais vous entraîner de façon à tout le test parce qu'il y a aussi, à un moment donné, des questions de culture générale, qui peuvent changer. Donc voilà, c'est pas non. Et puis de toute façon, je vois pas quel serait l'intérêt de s'entraîner. Le but, c'est d'avoir vraiment, votre quotient intellectuel. Tandis que si vous apprenez, ça devient de l'apprentissage. C'est plus la façon dont vous raisonnez naturellement. On m'a demandé aussi si on pouvait le faire en ligne. Non. Du coup, je pense qu'il y avait la réponse. On peut pas le faire en ligne parce que, il y a aussi une manipulation d'objets. C'est-à-dire que même moi, je pratique beaucoup la visioconsultation, mais, les tests de QI, c'est quelque chose qu'on peut pas faire en visioconsultation parce qu'il y a du matériel. Il y a du matériel, concret que vous manipulez, que vous regardez, donc, non, ça peut pas être fait en ligne.